exhibition book from one of my favorite directors of all times, Wes Anderson. I could talk about his work for hours, and I've been really getting myself into learning more about him and his work and his life, and as I'm also doing it with Sofia Coppola, I really feel like they're my spiritual parents in a way, because they're really innovative people for me, and they speak to me a lot. They speak to my soul through their work. So I just want to learn more, the best, the more I can about them. And Wes Anderson is really, to me, one of the best. That's why when I did this exhibition last year, I had to buy the book even though I had no money. I felt a little bit like Carrie Bradshaw saying that she had to buy Vogue instead of dinner when she arrived in New York. Hopefully, I still was able to buy food that month, but yeah. So, this is the only book that in the exhibition was like validated by Wes Anderson himself. It's like the official exhibition book. And I've started to read this, but I'm a very slow reader, so I've been kind of pushing it back. And also, as I have been actually watching most of his movies again, I'm like, wait, before I read this part, I should rewatch the movie, you know? But to tell you, actually, my experience while I was at this exhibition, it almost felt like very mystical. Sorry. There was something like a calling, I don't know, like I even wanted to talk to what I was looking at with people around me. I was really like, wow, can you believe that we are witnessing, like, there are all these things in these rooms for us to see. And yeah, that was peak of my year to be able to see this exhibition, because that's it, because I love it, because I love him, and it's so inspiring. So this book is in French, so I'm going to read French to you. I hope you don't mind. I think I will read a few of these of the second part that talk about details in his movies. So first off, we have this part that's called Créer la toile de fond. La maison des Tenenbaum, située au 111 Archer Avenue, est un nid aussi cossu que désordonné, dont les pièces, escaliers et couloirs sont décorés de papier peint, de fresques et autres débris de la vie. Les vestiges de l'enfance et les souvenirs des réussites des membres de la famille ont été soigneusement conçus pour fournir l'arrière-plan historique de ce film qui dépeint une famille au bord de l'effondrement. Chaque détail de la maison de la famille Tenenbaum a été minutieusement dessiné par Wes
souviens que nous étions assis dans un café à Houston, le Brésil. Il travaillait sur le scénario de la famille Tenenbaum, se rappelle Eric. Il avait les 10 premières pages qui devaient être le prologue d'un livre. Mais d'un coup, il a levé les yeux vers moi et il a déclaré « C'est une carte ». Anderson a aussitôt demandé à Eric de l'aider à créer cette carte. Elle a finalement pris la forme d'un ensemble de 6 dessins conçus comme un livret de production des décors. Les chefs des différentes équipes étaient censés pouvoir se référer aux dessins pour y trouver des indications sur l'apparence attendue des éléments du décor, raconte Eric. Mais il y avait tellement d'informations et il m'a fallu si longtemps que le tournage avait plus ou moins commencé au moment où j'ai eu fini. Le livret des reproductions de ces dessins est désormais inséré dans l'édition Blu-ray du film, publié chez The Criterion Collection. Si beaucoup des illustrations d'Eric sont fidèlement reflétées par les décors du film, une pièce de la maison en particulier a nécessité son intervention directe. Les murs de la chambre de Richie Tenenbaum sont recouverts d'une fresque dessinée par Eric sur fond bleu. Dans l'intrigue du film, ces dessins sont exécutés par Richie au commencement de son parcours artistique, tandis qu'il développe en parallèle son talent pour le tennis. C'est censé être une collection d'objets du passé, explique Eric. Par exemple, près de la cheminée se trouve le dessin d'un court de tennis, sur lequel on reconnaît peut-être Richie et son père assis dans des chaises longues. Un hommage à la vie telle qu'elle était avant le divorce et l'effondrement de cette famille prospère, même si je ne suis pas bien sûr que leur vie était si agréable que ça. On découvre sur la fresque d'autres scènes tirées de la vie de famille des Tenenbaum, accompagnées d'un texte explicatif. Chas se casse la jambe au ski, il est plâtré jusqu'à la hanche. Ellie vit dans le nichoir du faucon pendant 6 semaines. À Belize, maman avait un singe capucin qu'elle surnommait Doc et qui la suivait partout. Tout est contenu dans ces petites vignettes, conclut Eric. L'inspiration de la fresque vient du Bemelmans Bar de l'hôtel Carlyle à New York, dont les murs sont ornés de scènes de la haute société dessinées par Ludwig Bemelmans, artiste et illustrateur de livres pour enfants. Nombre de ces idées provenaient du fait que Wes vivait à New York, et comme une pie, il trouverait et choisissait dans la ville des éléments qui lui plaisaient, dit Eric. Il cite aussi le papier peint à motif de zèbre de la chambre de Margot Tenenbaum, repéré par Wes dans le restaurant italien Gino's. Toutes les scènes de la fresque de Richie sont des dessins originaux, exécutés au stylo rapidographe à pointe fine et à l'aquarelle. Néanmoins, transférer fidèlement les dessins sur les murs de la chambre n'a pas été une mince affaire. Ma main n'aime pas bouger beaucoup quand je dessine. Mes dessins sont donc normalement très petits, explique Eric. Le plan de décor était de scanner les dessins avant d'imprimer les tirages en grande échelle pour le décor. Mais il s'est avéré difficile de recréer l'illusion d'un tracé à la main. Il a donc fallu utiliser une imprimante conçue pour des plans d'architecture au rendu plus précis, afin d'imprimer les lignes percées de petits trous qui ont ensuite été transférés sur un voile de mousseline, permettant ainsi de créer les contours noirs des images. Ce transfert a été effectué par des artistes dans un entrepôt du Queens. Ils avaient 2 tâches, se souvient Eric. L'une était de redessiner
mousseline a été transférée sur les murs à l'adresse fictionnelle du 11 Archer Avenue afin que l'histoire familiale soit enfin inscrite en grandes lettres au mur de leur demeure. Vous n'imaginez pas à quel point c'était magique d'entrer dans cette pièce. So, if you maybe didn't understand most of it, they were talking about the fresque that they had to do, and mostly about all parts of the Tenenbaum house and how they did it, mostly about the fresque, like what medium they used and how they really reproduced it as Wes Anderson's brother was really designing it. Very interesting. Now, this part is about music, I believe, as it's called. La musique au-delà de l'écran. Les chansons jouent dans les films d'Anderson le même rôle que dans ceux de Martin Scorsese ou de Sofia Coppola. Des titres folk pop mélancoliques comme Ooh La La des Faces dans Rushmore ou These Days de Nico, l'ex-star du Velvet Underground dans la famille Tenenbaum, accompagnent la charge émotionnelle des scènes. Mais ces choix ajoutent également une touche de singularité en influant une nouvelle vie à une chanson obscure dénichée dans les bacs. Le superviseur musical Randall Poster, qui a travaillé sur plus de projets d'Anderson que quiconque, est chargé d'harmoniser ses choix avec les bandes originales des films composés par Mark Mothersbaugh, fondateur de Devo, et Alexandre Desplat, lauréat d'un Oscar. Nos conversations sur la musique ont souvent précédé l'écriture d'un scénario, explique Poster, ajoutant qu'Anderson et lui peuvent discuter d'une chanson dont le besoin ne se fera sentir pour une scène particulière que 5 ans plus tard. Nous sommes constamment en train de discuter et de stocker des chansons ayant une certaine ambiance ou une certaine force émotionnelle que nous allons ensuite attribuer à une scène qui peut ne durer quelques secondes. Il n'y a pas de recherche spécifique, mais c'est comme si d'une certaine manière je trouvais un morceau de musique et qu'il s'avérait être pertinent par rapport à nos conversations. Cette collaboration a produit ce que Judy Berman a décrit dans Pitchfork comme des albums de bandes sonores qui ressemblent à des mixtapes sur des cassettes avec la jaquette décorée à la main. Mais ce résultat nécessite un mélange d'intuition et de travail acharné et parfois des choix impitoyables. Poster se souvient par exemple d'une discussion sur The Grand Budapest Hotel, au cours de laquelle Anderson a décidé qu'il voulait que des flûtes à bec soient utilisées sur une partie de la bande originale. L'orchestrateur disait « Vous savez, il vous faut vraiment des clarinettes pour étoffer le fond, car les flûtes à bec n'ont pas la même profondeur. » Et Wes répondait « Non, on n'a pas besoin de clarinettes, on va utiliser des flûtes à bec. » Il a suivi sa propre vision d'une manière qui est vraiment inspirante, déclare Poster. Cet engagement peut parfois donner lieu à des scènes dignes d'un film d'Anderson. Poster se rappelle notamment que le réalisateur a fait appel à plusieurs joueurs de balalaïka pour ce Grand Budapest Hotel, créant ainsi le plus grand orchestre de balalaïka jamais vu en Europe continentale. C'était un peu comme un sommet mondial de balalaïka, car nous avions des Russes et des Français. C'est vraiment quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant, ni depuis. Au long des décennies de leur collaboration qui a débuté avec Rushmore,
Foster et Anderson ont dû convaincre les héritiers de Satyajit Ray, dont Anderson est un fervent admirateur, de les autoriser à utiliser la musique du défunt réalisateur et compositeur dans À bord du Darjeeling Limited. Wes avait l'intention de n'utiliser que des bandes originales de films de Satyajit Ray ou de films pour lesquels il avait composé de la musique, se remémore Foster. Mais je ne pouvais pas aller à Tower Records et acheter toutes les musiques de ces films. J'ai donc pris contact avec les ayants droit et j'ai passé des mois à discuter avec eux des morceaux qu'ils possédaient et de comment les transformer pour les rendre utilisables. Pendant que l'équipe de production du film était en tournage au Rajasthan, Foster est allé à Calcutta rendre visite à Sandeep Ray, le fils de Satyajit, qui est également réalisateur de films et musicien. Pendant qu'ils discutaient, Foster a aperçu sur la table derrière eux les dates Digital Audio Tapes qu'il convoitait, mais on lui a dit de revenir le lendemain. Il a eu l'impression d'avoir été manipulé de manière très délibérée. Le lendemain, Foster a reçu la musique et a appris que le morceau de musique occidentale préféré de Ray était 7e symphonie de Beethoven. Des mois plus tard, explique-t-il, nous avions terminé le tournage et nous étions à New York pour le montage. Il y a une scène où les frères vont chercher la voiture de leur père au garage. Nous cherchions un morceau de musique classique. Et j'en ai parlé à Wes, tu sais, le morceau préféré de Satyajit Ray était la 7e symphonie de Beethoven. Et il m'a dit, alors utilisons celui-ci. Le choix de la 7e symphonie de Beethoven était intuitif. Il s'agissait presque d'avoir la foi dans le fait que nous étions impliqués dans une sorte de conversation divine, remarque Foster, et que les dieux de la musique et du cinéma nous encourageaient à nous fier à notre propre logique. Mais Anderson a toujours fait preuve de la même audace dans la sélection de ses bandes sonores. Son premier film, Bottle Rocket, est propulsé par le jazz d'Art Tatum et de Zoot Sims. Pour son deuxième film, Rushmore, il avait à l'origine l'intention de n'utiliser que des morceaux de Kings. Une grande partie de la filmographie d'Anderson est en fait dominée par la musique de la British Invasion des années 1960, lorsque des groupes comme Kings, les Faces ou les Rolling Stones ont inondé l'Amérique de leur pop rock insolent, inspiré du blues. Dans La vie aquatique, ce thème se poursuit. Cette fois, c'est le répertoire du début des années 70 de David Bowie qui est inséré dans l'action pour donner un centre émotionnel à cette histoire d'une équipe de documentaristes excentriques en haute mer. La décision d'intercaler des morceaux de Bowie dans La vie aquatique, qui allait donner naissance à la bande originale la plus appréciée de tous les films d'Anderson, est née d'une simple ligne dans le scénario par Anderson et son collaborateur Noah Baumbach. Wes vivait à New York à l'époque. Nous avions l'habitude de nous rencontrer le dimanche dans un café. Il me faisait lire les pages qu'il avait écrites pendant la semaine, se souvient Foster. Un après-midi, tout à coup, dans le scénario, il y avait une ligne qui disait « Pelé monte sur le pont et interprète une chanson de David Bowie en portugais. » Et c'était tout. Nous avons alors eu la chance de trouver George. Cette phrase a été le point de départ de tout un idiome musical, Seu Jorge, le musicien brésilien qui venait de jouer en 2002 dans La Cité de Dieu, un film sur les guerres des favelas dans les années 1970, a rejoint l'équipage dans le rôle de Pelé dos Santos. George a été séduit non seulement par la possibilité de travailler avec le réalisateur, mais aussi par celle de partager des scènes avec des idoles de son enfance tels que Jeff Goldblum et Willem Dafoe. Avant le début du tournage, Anderson, Foster et George se sont rendus au Forum Music Village de Rome. Fondé en
légendaire compositeur de films Ennio Morricone pour préenregistrer quelques pistes et permettre à George de se familiariser avec le son des chansons de Bowie. Le travail de George sur la vie aquatique a été d'autant plus impressionnant qu'avant le tournage, il ne connaissait du catalogue de Bowie que Let's Dance. Beaucoup d'artistes reprennent des chansons de David Bowie, mais nous les retournions dans tous les sens. Une fois sur le plateau, George a été invité, parfois avec seulement quelques heures de préavis, à retravailler certaines de ses chansons. Pelé devait interpréter non seulement une chanson de David Bowie en portugais, mais aussi plusieurs morceaux dont chacun devait être écrit spécialement pour le film. Je demandais à Wes de me donner la veille au soir un aperçu de la musique qu'il voulait tourner le lendemain, et à d'autres moments, il ne savait pas exactement ce qu'il voulait tourner, se rappelle George. 2 fois, il m'a demandé une chanson, et je ne l'avais pas. Je lui ai demandé 5 minutes, j'ai couru jusqu'à ma caravane, et je l'ai écrite en 10 minutes. J'avais la mélodie, l'harmonie, des accords et tout le reste, mais je devais écrire les paroles. Pour Rock'n'Roll Suicide, par exemple, George a appris le matin qu'Anderson avait l'intention de tourner le film l'après-midi. Je devais me dépêcher d'écrire le texte très vite, dit George, et je pense que Bowie, d'une certaine manière, m'a envoyé des bonnes ondes pour m'aider à le faire. C'était vraiment magique, ajoute Poster. Il en résultera finalement 13 reprises. La première apparaît après la projection désastreuse du dernier documentaire de Zissou. Pelé apparaît sur le bateau en chantant une version délicate de Ziggy Stardust. Le personnage revient ensuite peu après les retrouvailles de Ned Plimpton et Steve, faisant écho à l'histoire d'un père et d'un fils séparés en chantant Changes, l'ode de Bowie à la vieillesse, voire à la sagesse. Les interprétations de Pelé agissent comme une sorte de chœur grec ponctuant l'action du film de touches musicales subtiles qui s'accordent avec l'action à l'écran. Si de nombreuses bandes originales d'Anderson et Poster font un usage inspiré des chansons, Elliott Smith et Nico sur la famille Tannenbaum, le travail de Satyajit Ray à bord du Darjeeling Limited, ou la grâce des compositions de Benjamin Britten dans Moonrise Kingdom, aucune n'a voyagé aussi loin que les interprétations de Bowie par Seu George. Dans les années qui ont suivi la sortie du film, les enregistrements de George ont connu une longue prospérité, puisqu'ils ont été publiés à la fois sur la bande originale officielle du film en 2004 par Anderson et Poster en 2005 sous la forme d'un album à part entière, The Live Aquatic Studio Sessions featuring Seu George. Cependant, lorsque les disques sont sortis au Brésil, Seu George se souvient que de nombreux critiques ont été déconcertés, n'ayant pas réalisé que les chansons avaient été pour un film de Wes Anderson. Personne au Brésil n'a compris qu'un réalisateur américain m'est invité à faire des versions de Bowie en portugais, déclare George. Des personnes ont reconnu la mélodie, ont commencé à écouter les paroles et ont dit « Qu'est-ce que vous faites ? Il a tué un classique ». George n'avait pas réalisé que les chansons seraient diffusées en dehors du film, mais il affirme que l'album est devenu depuis un énorme succès. Lorsque Bowie est décédé en janvier 2016, mon père est décédé 3 jours plus tard et j'ai décidé de leur rendre hommage à tous les deux. Cet hommage est devenu la tournée Seu George Live Aquatic, a tribute to David Bowie. J'ai eu l'occasion de jouer avec un orchestre dans le monde entier, dans tant d'endroits, et les gens ont adoré. George se souvient que les 2 plus grands moments de sa prestation pour l'album The Life Aquatic ont été le festival Coachella dans le désert du Colorado, où il a été assailli par des fans portant le bonnet rouge caractéristique de l'équipe de Zissou, et le Royal Albert Hall à Londres, devant des milliers de personnes dont beaucoup ne comprenaient pas ses paroles en portugais, mais qui ont néanmoins adoré ses interprétations de la pop excentrique des années 1970 de Bowie. C'est l'opportunité que m'a donnée Wes Anderson, dit-il. Ce ne sont pas mes chansons, mais je pense qu'aujourd'hui, ce ne sont plus les chansons de Bowie. Elles appartiennent aux gens, au public. Cette musique
was soothing for you listening to me talking in French. I have a way of doing ASMR in French that is a bit, maybe, that also weirds me in a way, because it's like, hey guys, and then I'm like, oui, bonjour, tout à fait. So that's funny to me. But yeah, I hope that you guys liked it. I hope that, I mean, I will probably do more of these, and also want to do more cinema videos, because to be honest, what's really happening here is that I am allowing myself to come back to my roots, and what I love is fashion and cinema, and in the end, yeah, it's like ASMR makes me able to, like, gives me the possibility to just have an audience to and a place to talk about both however I want and how I desire. So that's the best of both worlds, you know. So I love it. So yeah, let me know in the comments if you liked it, if you want more cinematic ASMR related videos, because I will be happy to give you more of these. And I'll try also to step up in the creative process and try to maybe have something more of a cinematographic perspective into my videos, you know. That's really something that I could develop and would love to do. Anyway, thank you again so much for listening and watching. Don't forget to subscribe if you haven't yet, and I will see you guys on the next one. Ciao.